Bien, bonsoir à ceux qui regarderont cette réaction sur le vif à l'élection présidentielle que nous venons de vivre. L'heure est suffisamment grave et décisive pour que j'ai tenu à vous la faire partager. Le résultat de ce soir, parfaitement prévisible au demeurant, annonce le pire perpétué et amplifié pour la France et les Français. Ce soir, c'est la finance mondialisée, le mondialisme, c'est la soumission sans borne à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne et à des technocrates non élus et à des lobbies qui pèsent auprès d'eux de toute leur influence. C'est la répression sauvage des mouvements populaires d'opposition légitime, la déshumanisation de la société, l'effondrement des libertés publiques, le saccage accentué des droits sociaux et des services publics, le contrôle social généralisé par traçage numérique. C'est tout cela qui, ce soir, a été reconduit et conforté à la tête de l'État. Après le hold-up perpétré par Macron en 2017, le candidat que s'était choisi l'hyperclasse mondialisée, laquelle s'était mise à son service, plusieurs dizaines de conseillers McKinsey déjà par exemple, et l'avait amplement financé pour lui assurer la victoire. Après ce hold-up dont toute l'habileté consistait à comprendre qu'avait vécu la fausse alternance entre la fausse gauche et la fausse droite, eh bien, cette fausse alternance qui avait de plus, depuis plusieurs décennies, abusé les Français en garantissant la perpétuation du système et de son immense pouvoir de nuisance, ce hold-up consistant par la création d'un effet de nouveauté parfaitement artificiel a asséché et a ringardiser les forces traditionnelles du système, qui avaient donc vécu, et ceci à seule fin de perpétuer encore et toujours le même système. Après ce hold-up qui, bien que s'étant traduit par un quinquennat aussi piteux que ravageur et ayant dès lors logiquement suscité la défiance, le rejet, voire la haine, une haine ô combien manifeste à l'égard de Macron, son instigateur. Après ce hold-up de 2017, donc, on aurait pu se prendre à espérer que c'en soit enfin terminé en 2022, qu'enfin la page soit pour de bon tournée, que nos compatriotes, sortant nombreux de leur torpeur et de leur conformisme, se frottent enfin les yeux pour récuser et rejeter l'agent de la finance mondialisée, de l'UE, des lobbies et de la casse sociale généralisée, du pass vaccinal et autres abominations. Mais c'était sans compter avec le fait qu'Emmanuel Macron bénéficiait d'un alignement des planètes totalement favorable qui augurait du résultat de ce soir. Pour une large partie de l'opinion, d'abord, Macron a bien géré la crise Covid. C'est dire le niveau où est tombé le sens critique, interdisant manifestement de saisir que la gestion de cette crise a été d'une sauvagerie extrême jusqu'à attenter aux droits fondamentaux du citoyen, au prix d'un véritable apartheid social, à la suspension de salariés jetés dans la précarité et mis au banc de la société, jusqu'à produire un tel mal-être, une telle détresse, chez les jeunes tout particulièrement, que nombreux sont tombés en dépression ou se sont trouvés acculés au suicide. Ensuite, il y a eu le plan de relance négocié avec l'Union européenne, qui, en réalité, a profondément lésé la France, mais a toutefois conduit à desserrer l'étau des critères de convergence budgétaire en permettant, sur le papier du moins, et de façon opportunément transitoire, de mettre en avant des résultats économiques en apparence positifs. Enfin, il y a eu l'effet drapeau du conflit en Ukraine. C'est connu, à chaque fois qu'il y a une guerre, l'opinion resserre les rangs derrière le président de la République en exercice. Même Hollande en avait bénéficié avec le Mali. Et même si Macron, atlantiste sans mesure, s'est en fait borné à jouer le rôle de valet de Washington, ce qu'a symboliquement rendu manifeste l'absence du moindre égard que lui a témoigné le président Poutine lors de sa calamiteuse visite à Moscou. Et puis cette réélection s'explique par la mise en œuvre de cette stratégie de longue date, conçue et mûrie par Macron, visant à favoriser la présence de Marine Le Pen au second tour, à reconstituer, pour ainsi dire, la configuration du second tour de 2017 pour que l'issue en soit la même, stratégie dont nul n'a raisonnablement
ni sérieusement douter qu'elle serait effectivement gagnante pour le président sortant. D'ailleurs, les prétendues forces de progrès ont joué, conformément à toute attente, la partition qu'on leur avait écrite, unies dans le réflexe pavlovien qui est le même qu'à l'accoutumée. Elles ont appelé une nouvelle fois à faire barrage à l'extrême droite quand le Rassemblement national et avant lui le Front national ne sont pas et depuis longtemps, en tout cas, des partis d'extrême droite, mais l'anathème et l'imposture sémantique ont encore cours et ont toujours une réelle efficience. Ainsi, ne nous auront pas été épargnés, une fois encore, les tribunes de personnalités du showbiz ou de sportifs de haut niveau, qui d'ailleurs, pour nombre d'entre eux, sont des exilés fiscaux partageant leur existence entre les États-Unis et la Suisse ou la Belgique, pour ne trouver en France que des parts de marché nourrissant leurs activités les plus lucratives. Toute chose ne les dispensant cependant pas d'oser donner des consignes de vote aux Français, qui, eux, misérablement enracinés, souffrent cruellement des politiques de leur gouvernement. Ne nous ont pas non plus été épargnés les appels à faire barrage à la prétendue extrême droite, émanant d'acteurs institutionnels, d'organisations participant au service public même, ou de corps intermédiaires, d'une façon toute contraire pourtant à la réglementation et aux usages. Des présidents d'universités, par exemple, comme celle de Nantes, que j'ai du coup appelé à la démission par voie de communiqué de presse, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves de l'enseignement public, une organisation reconnue d'utilité publique, ce qui en principe l'oblige, notamment à ce que tous ses actes et positionnements soient d'intérêt général, une obligation à laquelle elle déroge sans vergogne pourtant, notamment par un tel positionnement qui n'était pas le premier, ce que j'ai aussi dénoncé par voie de communiqué de presse. De nombreuses organisations syndicales également, au plus grand mépris du principe de neutralité tel qu'hérité de la charte d'Amiens, ces mêmes syndicats qui oseront se mobiliser dans quelques mois contre la réforme des retraites, portant l'âge de départ à 65 ans, comme explicitement annoncé par Macron, à la réélection duquel ils auront cependant, avec tant de zèle, contribué. Et je pense encore tout particulièrement aux syndicats enseignants, les inénarrables SGEN, SNES, SUD et autres UNSA, qui auront donc, eux aussi, contribué à cette réélection, malgré ce qu'elle promet, tout aussi prévisiblement en termes de casse poursuivie des statuts des enseignants ou d'autonomie accrue des établissements scolaires, avec un pouvoir direct de recrutement et de notation du chef d'établissement. Ces organisations, par pavlovisme idéologique, sacrifient sans hésiter les intérêts de leurs mandants, que leur fonction leur commande pourtant de servir, ce qui achève de les discréditer et de les délégitimer. Mais je souhaite revenir ce soir sur les résultats obtenus par la candidate Le Pen à cette élection, cela appelant plusieurs observations. D'abord, la ligne qui a été la nôtre fut des plus claires. Notre positionnement, tout sauf Macron, se traduisait logiquement par la décision de voter pour Marine Le Pen au second tour de cette présidentielle. Ce fut mon cas, ce que j'assume totalement, et celui de l'immense majorité de nos nombreux adhérents. Nous avons adopté pareil positionnement en conscience et en responsabilité pour tâcher d'éviter à la France et aux Français 5 ans supplémentaires de Macron, sans rien ignorer du défaut de compétences entourant cette candidate, de ses faiblesses et de ses incohérences programmatiques, celles-là même à cause desquelles d'ailleurs, lorsqu'elles ont commencé à apparaître, nous avaient conduit à quitter le Front National de l'époque. Lors du débat du 20 avril, le président sortant a eu beau jeu, d'ailleurs, de pointer ses incohérences. Oui, abandonner la perspective d'une nécessaire sortie de l'Union européenne et de l'euro a non seulement constitué un reniement, mais aussi une erreur stratégique majeure et une faute doctrinale à peine concevable, en ceci que ce renoncement a stérilisé l'essentiel du projet. En restant dans l'Union européenne, et dans la mesure où celle-ci est constitutivement irréformable, du fait de la règle de l'unanimité, 80% du programme de Marine Le Pen est inapplicable, et cela dans la plupart des domaines, y compris celui de la régulation de l'immigration,
ou de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, dont les produits énergétiques, mesure phare du programme de 2022 de Marine Le Pen pour redonner du pouvoir d'achat aux classes populaires. Pourtant, qu'on se rappelle que Nicolas Sarkozy s'était heurté au même problème lorsqu'il avait prétendu baisser la TVA dans la restauration. Alors, pourquoi, malgré ses faiblesses et incohérences, le RN, le Rassemblement national, semble toutefois s'être plutôt bien tenu à l'occasion de cette élection présidentielle, du moins en termes de performance électorale. La candidate RN, dont la présence au second tour a pour partie été permise par un vote voulant à tout prix écarter Jean-Luc Mélenchon de ce second tour, de même que le résultat très élevé de ces derniers s'explique, pour une part, symétriquement par le refus d'un second tour Macron-Le Pen, dont, rappelons-le, une grande majorité de Français ne voulait pas. La candidate RN a donc bénéficié du rejet aussi large que parfaitement compréhensible du macronisme par les catégories populaires. Ce qui pourrait ici passer pour pure évidence est plus complexe qu'il n'y paraît. On avait pu croire que le vote RN était de moins en moins un vote de rejet et de plus en plus un vote d'adhésion. Il reste, au contraire, fondamentalement un vote de rejet, a fortiori dans un contexte où Macron, ayant gouverné dans le seul sens de l'intérêt des privilégiés, un scrutin a rarement été à ce point un scrutin de classe. Le vote RN est clairement le vote protestataire par excellence, et il l'est singulièrement plus que celui en faveur de Jean-Luc Mélenchon, comme en témoignent les très hauts scores que celui-ci réalise dans les centres-villes des métropoles ultra-privilégiées, par effet de vases communicants avec la défection du traditionnel vote PS. Enfin, la réalité est que le RN ne progresse pas ou très peu. Après 4 élections ayant constitué autant de revers, les 7 points et 2 millions et quelques de voix de progression entre ce second tour et celui de 2017 sont de l'ordre de grandeur de ce que nous avions perdu suite au débat catastrophique du 3 mai 2017. Le fameux plafond de verre demeure, et 5 ans de plus, contrairement à ce que se plaisent à annoncer les leaders de ce parti, passés experts dans la méthode Coué, ne permettront pas de le rompre. Car on ne saurait gagner une présidentielle sans susciter une très large adhésion du peuple, ce qui implique aussi qu'un parti politique ne puisse la gagner seul. Et c'est sur la base de ces deux évidences majeures que j'en viens naturellement aux perspectives d'avenir sur lesquelles je terminerai ce propos. D'abord, pour qu'un vote soit réellement d'adhésion, eh bien, il n'est pas seulement impératif que les idées portées soient pertinentes, qu'elles tracent des perspectives qui soient souhaitables et salutaires. Mais il faut que le projet qui les rassemble forme un système d'une impeccable cohérence. Oui, par exemple, il est éminemment souhaitable, pour ne pas dire impératif, de baisser la TVA sur les biens de première nécessité et sur l'énergie, pour réduire la fracture énergétique et redonner du pouvoir d'achat aux catégories populaires. Mais que vaut cette perspective, ô combien impérieuse pourtant, quand par ailleurs, toute condition sérieuse pour que la France retrouve une pleine souveraineté fiscale est a priori écartée. Le péché originel commis par un FN qui allait bientôt s'appeler RN a été de sacrifier cette cohérence sur l'autel des sondages. À l'issue de la dernière présidentielle, l'idée reçue selon laquelle la sortie de l'UE effrayait les électeurs, faisait perdre des voix, s'est instillée dans les instances dirigeantes au point de se trouver érigée en dogme et de conduire en contradiction totale avec la ligne qui avait prévalu plusieurs années durant à abandonner la perspective du Frexit, ce qui compromettait toute la cohérence d'ensemble du projet. Ce ne fut pas seulement un reniement complet de ce qui avait longtemps été défendu et porté, faisant insulte au passage à l'intelligence des militants et des Français qui avaient adhéré à la cohérence de ce projet. Mais, je le répète, une bêtise stratégique doublée d'une absurdité politique, puisque cela décrédibilisait l'ensemble du nouveau projet. Comme le dit Florian Philippot dans l'entretien exclusif qu'il a accordé à la revue Défis souverainistes que j'ai récemment lancée, la cohérence est la condition de la crédibilité. En politique, elle est aussi une preuve de sincérité. La politique, en effet, ne doit pas seulement donner envie à l'électeur par des idées séduisantes.
elle ne doit pas se faire au gré des sondages qui n'objectivent que des mouvements par nature transitoires, des mouvements d'opinion. Elle doit répondre aux exigences de la rationalité et de l'intelligence du citoyen en se faisant un devoir de la plus grande cohérence, rendue d'autant plus efficiente par une force de conviction pouvant emporter le plus large assentiment. Quant à la seconde condition pour que l'accès à la victoire soit possible, condition dont chaque composante de la galaxie patriote devrait avoir conscience, est de réaliser le grand rassemblement de tous les républicains authentiques, des souverainistes de droite comme de gauche et de tous les patriotes résolus qui, ne se résolvant pas à la relégation de la France, s'engagent pour son redressement, préservation de son modèle social et pour qu'elle continue de retrouver son plein rayonnement mondial. L'impulsion nécessaire à la construction de ce grand rassemblement ne viendra pas du Rassemblement national, dont l'intitulé constituerait presque, d'ailleurs à cet égard, une antiphrase. Et ceci pour deux raisons extrêmement simples et au fond totalement complémentaires. Ce n'est nullement dans la culture, ni donc dans la manière de ce parti, qui, son histoire entière en témoigne, s'est construit, tout en faisant l'objet d'un rejet unanime, que d'être disposé à passer des accords d'alliance paritaires. Tout au plus est-il capable de procéder à des débauchages individuels, avec promesse de contrepartie, on connaît la pratique, ou de créer artificiellement des satellites pour tenter de les présenter comme des organisations ralliées. En outre, pour les raisons que j'énonçais tout à l'heure, le plafond de verre du rejet qu'il suscite, redoublé du profond défaut de crédibilité qu'a réinstallé le débat du 3 mai 2017 et qu'ont perpétué les renoncements qui ont suivi, au premier rang desquels l'abandon de la sortie de l'Union européenne, fait que le Rassemblement national est et restera sans doute longtemps dans l'incapacité de remporter l'élection suprême. Au fond, la situation est comparable à celle du Parti communiste français des années 80, qui recueillait à gauche le nombre le plus important de suffrages, et de loin, mais qui était face à l'impossibilité constitutive malgré tout d'accéder au pouvoir. L'impératif est plus pressant que jamais, est donc, pour les souverainistes au sens large, dans la pluralité de leur sensibilité, avec leur degré variable de cohérence aussi sans doute, de jeter les bases de leur unité, d'un large rassemblement à vocation majoritaire, et ce, dès à présent, en vue des élections législatives du mois de juin prochain. C'est ce qu'aux patriotes, nous sommes de longue date déjà employés à faire. En lançant le mot d'ordre de maison commune, notamment, c'est concrètement ce que nous avons déjà commencé à réaliser dans le prolongement de l'accord de soutien qui a pu être conclu à l'occasion de la présidentielle en faveur de la candidature de Nicolas Dupont-Aignan. Accord ayant servi de base à ce que pour les législatives à venir, Debout la France, les patriotes de Florian Philippot et Génération Frexit de Charles-Henri Gallois présentent ensemble des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions. Amis souverainistes, amis républicains authentiques, amis patriotes, l'heure n'est décidément plus aux rivalités et querelles d'ego et de chapelle, ni à l'entretien artificiel de clivages éculés, et encore moins au sectarisme qui, à tous les coups, fait perdre. Pour la France, pour son peuple, il est largement temps de donner enfin corps au grand rassemblement que nous avons initié, le seul à pouvoir offrir une alternative crédible à Macron et à tout ce qu'il incarne et représente, à l'issue, si tant est qu'il puisse aller jusqu'à son terme, d'un quinquennat qui s'annonce terrible. La République, la France et les Français l'exigent. Vive la République, vive la France.